Chers amis internautes, bonsoir. On est le samedi 6 août 2022 à l'heure d'un nouveau numéro de votre émission baptisée Le Courrier Monde. Le Courrier Monde se passe tous les samedis en direct sur la page Facebook de la radio-télévision Différence. Pour vous la présenter, c'est votre serviteur de toujours, Saint-Georges Nolton, communicateur social, politologue et professeur des écoles. Le Courrier Monde est conçu dans l'idée de permettre au grand public de déchiffrer les événements qui ont rythmé la vie internationale pendant la semaine. Cette émission, elle est rendue possible grâce au Collège Saint-Georges et à l'Institut universitaire également IFSEJ, et sans oublier Essence Com et Plus, qui est une firme de communication qui offre des services dans tous les domaines de la communication. Mesdames, Messieurs, le Courrier Monde, c'est dans un premier temps un tour d'horizon de l'actualité internationale de la semaine et ensuite un déchiffrage de ces événements-là. Tout de suite, la revue de l'actualité internationale. La semaine a été dominée par la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Nancy Pelosi est la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique. Donc cette visite est effectuée ce mardi et a duré environ un jour. Et au cours de cette visite, Nancy Pelosi a rencontré le président du Parlement taïwanais et la présidente en exercice. Donc, au cours de ce numéro, nous allons déchiffrer pour vous, et chers amis, le sens, la signification de cette visite, d'autant que cette visite n'a pas, on va dire, n'a pas fini de susciter, provoquer des remous du côté du gouvernement chinois. La semaine également était dominée par la mort du chef d'Al-Qaïda, l'Égyptien Ayman al-Zawahiri. Ayman al-Zawahiri était tué dans une opération, dans une attaque de drones menée par l'armée américaine et à Kaboul, de la capitale afghane. Ce lundi, bien entendu. Donc, au cours de ce numéro, nous allons analyser le phénomène du terrorisme international à la lumière de cet événement. Donc, le 6 août 1945, 6 août 2022, 77 ans déjà depuis que Hiroshima, cette ville japonaise, a été bombardée, meurtrie par le largage d'une bombe atomique par l'armée des États-Unis sur cette ville. Donc nous allons analyser et déchiffrer pour vous le sens de cet événement qui est à côté du bombardement de Nagasaki le 9 août, allait mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Autre point fort de l'actualité, c'est ce vendredi que le président turc, en l'occurrence M. Recep Tayyip Erdogan, a eu à rencontrer Vladimir Poutine, le président russe, à Sochi, en vue du renforcement de la coopération économique entre les deux pays. Donc nous allons analyser à la lumière des faits géopolitiques le sens et la signification
de cette rencontre. Le développement de ces différents points, c'est après la pause commerciale que nous aurons à les développer. Donc tout de suite, le temps de la pause, on revient pour le développement de ces différents points de l'actualité. Dans ce sens, le frère par l'autre qui est Collège Saint-Georges. Collège Saint-Georges, le premier année à NS4, c'est un bac. C'est un staff professeur normalien à l'université qui a pour bailler un enseignement qui répond à toute norme pédagogique. C'est pas pour cette raison par eux toujours satisfait des résultats examens officiels. Collège Saint-Georges dispose d'un plan chaud pour tout élève chaque jour. De NS1 jusqu'à NS4, pas de faire rentrer ni faire mensuel. Prix très abordable. Passez inscrit depuis aujourd'hui, sorti lundi pour vendredi, dans l'adresse qui c'est Wilota, zone 4 Jérémy. Pour plus d'informations, mettez dans le numéro ça 37 28 25 23. 37 28 25 23. Collège Saint-Georges, yon l'école, yon jeunesse, yon avenir plus sûr. Quand vous connaissez Powell, il n'y a pas de secret pour réussir. ICEP, Institut supérieur des sciences économiques, politiques et juridiques. ICEP fonctionne en deux sections. Section professionnelle et universitaire. Pour la section professionnelle, ICEP vous offre les cours en journalisme, animation et présentation, carénage, cosmétologie, communication française, anglais et espagnol. Section universitaire, sciences infirmières, sciences de la gestion et de l'éducation, administration publique, sciences du développement, sciences comptables et économiques, sciences juridiques et politiques. Passez vous inscrire maintenant au numéro 13, rue Lota, zone Jérémy, au local du Collège Saint-Georges. Pour plus d'informations, appelez au 37 28 25 23. 37 28 25 23. Pour mieux affronter l'avenir, ICEP. Chers amis internautes, nous sommes de retour après la pause pour assurer le développement de ces différents titres, de ces différents points forts de l'actualité internationale de la semaine. Tout de suite, nous allons commencer par la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique à Taïwan ce mardi. Eh bien, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique, en l'occurrence Nancy Pelosi, elle a visité Taïwan. Dans le cadre de cette visite, elle a rencontré la présidente taïwanaise, en l'occurrence Tsai Ing-wen. Elle a également prononcé un discours par devant le Parlement taïwanais sur la promotion, sur la question des droits de l'homme, la promotion de la paix dans le monde. Mais il faut dire que cette visite était très mal vue du côté du gouvernement chinois. En effet, avant même l'arrivée de Nancy Pelosi à Taïwan, Xi Jinping, le président de la Chine, de la Grande Chine, bien entendu, il a mis en garde
l'officielle américaine contre une telle sur les retombées que pourrait entraîner une telle visite. Et il avançait même pour dire que s'il arrive que Nancy Pelosi effectuait cette visite, eh bien, il y aurait des retombées regrettables. Eh bien, tout de suite, après que Nancy Pelosi a laissé Taïwan pour se rendre au Japon, eh bien, l'armée chinoise était mise en alerte. Des exercices, des manœuvres militaires ont été effectués, et tant par mer que par air. Des missiles ont été tirés sur la mer de Taïwan, et l'armée chinoise arrivait même à traverser la zone qui servait de séparation, de ligne de démarcation entre Taïwan et la Chine. Donc cette montée de tension du côté du gouvernement chinois visait justement à intimider, visait justement à dissuader, visait à neutraliser, à anticiper toute initiative, toute volonté chez les Taïwanais sur une éventuelle séparation, sur une éventuelle visée autonomiste. Mesdames, Messieurs, comment comprendre cette montée de tension suite à cette visite de Nancy Pelosi à Taïwan? Taïwan, c'est un territoire d'environ 36 200 km². Taïwan, c'est un territoire de 36 200 km². C'est-à-dire, Taïwan est à peu près à quelques kilomètres carrés près la taille de la République d'Haïti. Et Taïwan a une population qui avoisine les 24 millions d'habitants. Donc sur le plan géographique et sur le plan démographique, Taïwan ne saurait être considéré comme une menace alors pour la Chine. Mais cependant, Taïwan, vu sa position géostratégique, vu également sa puissance industrielle et sa puissance économique, elle représente un enjeu majeur dans la bataille qui oppose les États-Unis d'Amérique et la Chine. Donc l'enjeu de Taïwan consiste pour les États-Unis à empêcher la Chine de continuer de s'étendre dans la zone Asie-Pacifique. La volonté, le projet du gouvernement chinois, c'est de s'étendre, c'est d'étendre son influence sur la zone Asie-Pacifique. Donc la zone Asie-Pacifique constitue pour le gouvernement, les stratèges chinois, l'enjeu majeur pour l'avenir de la Chine. Et pour les États-Unis, l'enjeu consiste à contenir cette volonté expansionniste de la Chine. Et pour contenir cette volonté expansionniste de la Chine, eh bien, Taïwan représente un moyen incontournable. Or, il se passe que eh bien, les États-Unis ont signé un accord avec la Chine sur la reconnaissance d'une seule Chine, c'est-à-dire d'une Chine, de la République populaire de Chine.
cet accord que les États-Unis d'Amérique et la Chine ont signé, ont paraphé, visait justement à rétablir la paix, l'unité entre la Chine et ce territoire taïwanais. Mais à l'époque, il faut dire que la Chine ne représentait pas une menace, la menace qu'elle représente actuellement pour les États-Unis d'Amérique. À l'époque, la Chine n'était pas encore la première puissance commerciale du monde. La Chine n'était pas encore arrivée au stade de la deuxième puissance économique du monde. La Chine n'était pas encore arrivée au stade de la troisième puissance militaire du monde. Donc à l'époque, la Chine ne représentait pas encore une menace pour les intérêts impérialistes, les intérêts géostratégiques des États-Unis d'Amérique. Donc le gouvernement chinois, face à l'attitude, à la politique contradictoire d'ambiguïté menée par les États-Unis, disons politique d'ambiguïté, c'est-à-dire le même temps que la Chine et les États-Unis, par la signature de cet accord, s'entendent sur la reconnaissance d'une seule Chine, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis sèment l'ambiguïté. Oui, ils reconnaissent dans le discours, au sein de l'accord signé, une seule Chine, mais dans la réalité, les États-Unis déploient toutes ses forces en vue d'arriver à une autonomisation de Taïwan. Les États-Unis sont en faveur, de manière implicite, de manière discrète, sont en faveur d'une autonomie de Taïwan vis-à-vis de la Chine. Et bien, cette autonomie que vise la politique américaine à Taïwan, visait justement, comme je disais au départ, à contenir l'appétit, à contenir la volonté d'extension de la Chine dans la zone Asie-Pacifique. Donc, les États-Unis, pour appuyer cette politique, ils fournissaient des armes, des munitions, et sans oublier, ils donnent des formations à l'armée taïwanaise de manière à pouvoir répondre à toute éventuelle attaque venant de la Chine, de la Grande Chine. Taïwan représente donc un enjeu majeur de la lutte, de la bataille qui oppose la Chine aux États-Unis d'Amérique pour la domination, pour l'hégémonie mondiale. Taïwan entretient des relations économiques énormes avec la Chine, pourtant. D'ailleurs, c'est Taïwan qui approvisionnait la Chine, les entreprises industrielles chinoises en matière de semi-conducteurs. Donc, les entreprises industrielles chinoises qui s'investissent dans le secteur aéronautique, dans le secteur automobile, ne sauraient fonctionner sans l'approvisionnement du Taïwan en matière de semi-conducteurs. Donc Taïwan représente donc un enjeu majeur et cette lutte entre la Chine et les États-Unis d'Amérique vont se poursuivre sur ce terrain-là, sur le contrôle, sur l'influence
d'une partie ou d'une autre sur ce territoire de 26 200 km² et de 24 millions d'habitants. Chers amis internautes, eh bien, l'avenir du monde, comme je le disais tantôt, se joue fondamentalement sur le continent asiatique. Cela pour plusieurs raisons. Premièrement, l'Asie représente la plus forte proportion de la population mondiale. Deuxièmement, l'Asie représente le plus grand marché mondial. Donc tout l'enjeu réside donc à une prise de contrôle, à une mise en demeure de ce continent-là par une ou une autre puissance comme la Chine ou encore les États-Unis. Donc, nous allons assister dans les années à venir à la poursuite de cette bataille géostratégique entre la Chine et les États-Unis pour le contrôle de Taïwan. Mais est-ce que ces deux puissances-là ont intérêt à en venir aux mains? Non. En tant qu'analyste et observateur de la scène politique internationale, eh bien, aucune de ces puissances-là n'ont intérêt à un affrontement direct, car les enjeux sont trop majeurs dans cette zone, dans cette région géographique du monde qu'est l'Asie. Entre-temps, face à cette montée de tension, eh bien, l'ASEAN s'est réuni de toute urgence en vue d'arriver à un dégel de la situation, à une baisse de la tension entre ces deux géants que sont les États-Unis et la Chine. Donc l'ASEAN, c'est une organisation qui regroupe différents États de l'Asie du Sud-Est. L'ASEAN, c'est l'association des États de l'Asie du Sud-Est qui a été créée en 1967. Cette organisation regroupe en son sein l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines et sans oublier le Singapour. Donc cette réunion s'est tenue au Cambodge, à Phnom Penh, entre les différents États membres de cette association en vue d'arriver à un dégel de la situation, parce que aucun pays, aucun État voisin de la Chine et du Taïwan n'a intérêt à voir la situation se dégénérer. Donc, mesdames, messieurs, la situation, le contexte international est mouvant, le contexte, il est dynamique, le contexte se bouleverse, vu justement les ambitions et les velléités hégémoniques de la Chine dans le monde face aux anciennes puissances occidentales. La semaine était déroulée et dominée également par la mort du chef d'Al-Qaïda, en l'occurrence Ayman al-Zawahiri. Alors, c'est ce lundi que le président américain, Joe Biden, il a fait une sortie dans les médias pour annoncer la mort de chef de Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, dans une attaque de drone menée par l'armée américaine à Kaboul, sur le territoire afghan. Le terrorisme, mesdames, messieurs, c'est
cet argument que les États-Unis, depuis 2001, suite aux attentats perpétrés contre World Trade Center et la Pentagone, prennent pour opérer un ensemble d'interventions militaires dans le monde. Les États-Unis, suite à cette attaque, interviennent militairement en Irak. Ils interviennent en Afghanistan et dans d'autres contrées du monde. Donc la politique étrangère américaine, depuis 2001, elle est dominée par la lutte contre le terrorisme. Cette lutte, justement, elle est vue par plus d'un comme un prétexte, comme une ruse, comme un argumentaire permettant aux États-Unis d'Amérique de violer le droit à l'autodétermination de l'ensemble de peuples dans le monde. Et en 2001, les États-Unis interviennent sur le territoire afghan et en Irak, alors que le Conseil de sécurité opposait son veto à ces interventions militaires. Les États-Unis s'embarquaient quand même. Ils s'embarquaient quand même en violant le droit international. Parce que, mes chers amis, la scène internationale, les relations internationales sont régies par des principes, par des règles. Il y a des institutions internationales comme l'ONU qui, en son sein, établit des principes, des normes. Et en cette matière-là, toute intervention militaire étrangère opérée ou tout projet d'intervention militaire doit faire l'objet d'un accord entre les différents membres du Conseil de sécurité, à savoir la France, l'Angleterre, les États-Unis d'Amérique, la Chine et la Russie. Et chacun de ces États-là possède le droit de veto. Le droit de veto veut dire qu'il a droit de s'opposer à une intervention militaire. Mais s'il arrive que des États membres posent son veto, eh bien, le projet est caduque, est tombé automatiquement. Mais les États-Unis, forts de sa puissance militaire, bien, ils s'embarquaient quand même en violant, en passant outre de cette mesure de veto qu'opposaient la Chine et la Russie contre son projet d'intervention militaire en Afghanistan et en Irak. Et de 2001 à 2021, les États-Unis ont passé 20 ans à lutter contre ce qu'ils appelaient des terroristes, des talibans en Afghanistan. Ces 20 années de guerre, ces 20 années de lutte contre les talibans en Afghanistan se sont soldées par un échec. Un échec cuisant car les talibans ont regagné du terrain. Ils ont repris le pouvoir au départ
des forces militaires des troupes américaines du sol afghan. Le terrorisme, c'est une entreprise internationale. Il y a différents groupes terroristes qui sévissent à travers le monde. Sur le continent africain, par exemple, on a les Chebabs qui opèrent en Somalie. Nous avons le Boko Haram qui opère au Nigeria. Et sans oublier l'AQMI, qui est l'Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui opère dans la zone du Maghreb. Al-Qaïda, c'est le plus grand réseau terroriste. C'est le plus grand réseau terroriste qui opère à travers le monde. Mais le grand problème qu'il y a avec l'intervention opérée que menaient les États-Unis d'Amérique sur le territoire afghan, c'est que les États-Unis n'avaient pas l'approbation du gouvernement afghan pour mener une telle opération. Mais malgré tout, les États-Unis ont passé outre, ils ont violé le droit à l'autodétermination que possède tout État du monde. Ce comportement antidémocratique, ce comportement antilégaliste a provoqué toute une série d'oppositions, toute une série de tollés dans l'opinion publique au sein de la population afghane. Donc, est-ce que les États-Unis vont continuer à violer le droit international au nom de sa puissance militaire? C'est une question que nous autres, du côté de Courrier Monde, nous sommes en train d'observer, nous sommes attentifs à l'évolution. Mais il faut dire que, en violant les règles de droit international, les États-Unis ont fini par se discréditer sur la scène internationale. Mesdames, Messieurs, on observe une courte pause. On vous revient tout de suite après pour le développement d'autres titres, d'autres faits qui ont dominé la scène internationale durant cette semaine. On vous revient tout de suite après. Je laisse pas besoin de bonne éducation pour nous Haïti, tout le monde a besoin. Dans ce sens, je fais par l'autre qui est le Collège Saint-Georges. Collège Saint-Georges, de première année à NS4, c'est un bac. C'est un staff professeur normalien et universitaire qui a pour un enseignement qui répond à toute norme pédagogique. C'est pas pour cette raison par eux toujours satisfait des résultats examens officiels. Collège Saint-Georges dispose d'un plan chaud pour tout élève chaque jour. De NS1 jusqu'à NS4, pas de frais rentrés ni frais mensuels. Prix très abordable. Passez inscrit depuis jeudi, sorti lundi pour vendredi, dans l'adresse qui c'est Wilota, zone Casse-Jérémy. Pour plus d'informations, mettez dans le numéro 37 28 25 23. 37 28 25 23. Collège Saint-Georges, yon l'école, yon jeunesse, yon avis plus sûr. Quand vous connaissez Powell, il n'y a pas de secret pour réussir. ICEP, Institut supérieur des sciences économiques, politiques et juridiques. ICEP fonctionne en deux sections. Section professionnelle et universitaire. Pour la section professionnelle, ICEP vous offre les cours en journalisme, animation et présentation, carénage, cosmétologie, communication française, anglais et espagnol. Section universitaire, sciences infirmières, sciences de la gestion et de l'éducation, administration publique, sciences du développement, sciences comptables et économiques, sciences juridiques et politiques. Passez vous inscrire maintenant au numéro 13, Vilota, zone Casse-Jérémy, au local du Collège Saint-Georges. Pour plus d'informations, appelez au 37 28 25 23. 37 28 25 23. Pour mieux affronter l'avenir, ICEP.
amis internautes, vous suivez l'émission Le Courrier Monde, une émission qui se passe tous les samedis en direct sur la page Facebook de la radio Télé Différence entre sur la radio Télé Différence entre 4h et 6h. Nous sommes également en direct sur YouTube. Donc à l'antenne, c'est toujours votre serviteur Saint-Georges Norton. Le Courrier Monde, c'est une émission qui est conçue dans l'idée de permettre au grand public de déchiffrer les événements qui ont rythmé la vie internationale pendant la semaine ou chaque semaine. Je vous invite à nous rejoindre, à commenter, à liker, à partager également l'émission, question de permettre à plus de monde possible de pouvoir jouir des informations, du savoir, de la connaissance du monde international que nous sommes en train de diffuser à travers cette émission. 6 août 1945, 6 août 2022, 77 ans déjà, depuis que cette ville japonaise, Hiroshima, a connu un drame, une tragédie qui ne dit pas son nom dans l'histoire de l'humanité. En effet, ce jour-là, ce 6 août 1945, en pleine Seconde Guerre mondiale, le président américain de l'époque, Harry Truman, il a donné son accord, son approbation et son approbation à l'armée américaine pour larguer une bombe atomique sur Hiroshima afin de neutraliser la résistance japonaise. Cette bombe atomique, mesdames et messieurs, a provoqué la mort de 200 000 citoyens japonais. Cet événement constitue un gros choc, un traumatisme majeur de la mémoire collective des Japonais. Non seulement ce bombardement a emporté la vie de 200 000 citoyens japonais, il a provoqué plusieurs dizaines de milliers de blessés, sans oublier des mutilés, sans oublier des disparus, sans oublier également d'énormes dégâts matériels causés par ce bombardement. À l'époque, la bombe atomique qui est considérée à date comme une arme de destruction massive était considérée par les Américains comme le meilleur moyen de faire face à l'impérialisme japonais, de faire face également au nazisme et à la lutte contre les régimes autoritaires allemands et japonais. 77 ans déjà depuis que les Japonais versent des pleurs sur des morts, sur leurs blessés, sur leurs disparus, sur des dégâts matériels énormes et sur un territoire mis à genoux par les États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis n'entendaient pas rester là, puisque
3 jours après, ce même Harry Truman, il a donné son accord à l'armée américaine pour larguer une deuxième bombe atomique sur Nagasaki, une autre ville japonaise. Face à cette situation de terreur constatée, bien, le gouvernement, l'empereur Hirohito, a dû signer sa capitulation. Et ces événements ont mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont vu la victoire des États-Unis et du coup, qui vont profiter pour s'installer comme une puissance mondiale, la première puissance mondiale aux côtés de la Russie. Mesdames, Messieurs, 200 000 vies emportées, c'est dramatique, c'est tragique. C'est dramatique, c'est tragique dans la mesure où, eh bien, des populations civiles, des populations qui ne sont pas directement impliquées dans un conflit impérialiste, dans un conflit qui opposait des puissances impérialistes, dans un conflit qui opposait des pays qui projetaient d'installer leur domination, leur hégémonie sur le monde, elles sont victimes, malheureusement. Et de 1945 à nos jours, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les armes de destruction massive ont tendance à se réduire ou à se multiplier? C'est ça la bonne question. Eh bien, si le 6 août 1945 et le 9 août de cette même année, le Japon a connu la terreur avec le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, eh bien, de 1945 à date, eh bien, chaque pays, chaque puissance essaie d'augmenter leur arsenal militaire. Cette tendance à la hausse qui fait fi, bien entendu, du traité de non-prolifération nucléaire, TNP. C'est le traité de non-prolifération nucléaire, TNPN. Ce traité a été signé par différents pays, différentes puissances militaires mondiales, afin de limiter leur arsenal nucléaire et d'empêcher également que d'autres pays puissent posséder des armes qui puissent porter atteinte à la vie de bon nombre de citoyens dans le monde, c'est-à-dire des armes de destruction massive. Eh bien, à date, nous constatons que au moins 9 pays dans le monde possèdent des armes de destruction massive. 9 pays. Parce qu'à date, en 1955, seuls les États-Unis possédaient la bombe atomique. Quelques années après, soit en 1949, eh bien, la Russie, elle a également travaillé à la fabrication de sa propre bombe atomique. Et depuis lors, c'est une course aux armements que l'on constate à la faveur de la guerre froide. 9 pays à date possèdent des armes nucléaires. Les États-Unis, la France, l'Angleterre, et la Corée du Nord, la Chine, la Russie, Israël, l'Inde, le Pakistan. Et
Iran également travaille à la fabrication de sa propre arme nucléaire. L'arme nucléaire est considérée comme une arme dissuasive. Mais à la vérité, il n'existe pas d'arme dissuasive. Toute arme fabriquée est faite pour être utilisée. Est faite pour lancer des attaques contre des ennemis. Eh bien, cette multiplication, ce foisonnement des armes de destruction massive dans le monde représente une menace, une grande menace pour la sécurité des citoyens, des populations, constitue une menace pour la sécurité des populations à l'échelle mondiale. Bien, et la Russie, en envahissant le territoire ukrainien, et elle a brandi à maintes reprises la menace d'utiliser son arme nucléaire. Il faut dire que la Russie constitue la première puissance nucléaire du monde. La Russie n'est pas la première puissance militaire, mais elle est la première puissance nucléaire. La Russie possède un potentiel nucléaire capable justement de provoquer d'énormes dégâts à l'échelle de la planète. Mais il y a des organisations dans le monde qui, face à la menace que représente la multiplication des armes de destruction massive comme les armes nucléaires, qui luttent en faveur de la limitation ou encore de la disparition totale de ces armes de destruction massive. Mais à date, nous sommes très loin du compte. Nous sommes très loin de voir diminuer l'arsenal nucléaire, l'arsenal des armes de destruction massive des pays. Au contraire, eh bien, il y a d'autres pays qui ont tendance, qui sont fascinés parce que dit que à l'échelle, sur le plan des relations internationales à date, ce n'est pas le droit qui mène, ce n'est pas le droit qui oriente le comportement des acteurs, c'est de préférence la force. Et constatant cette situation, eh bien, les États qui veulent se faire respecter, eh bien, ils s'embarquent justement dans des programmes d'enrichissement d'uranium en vue de se doter d'armes nucléaires afin de s'imposer sur la scène internationale. Mesdames, Messieurs, si en 1945, le Japon il a été rasé par la bombe atomique, eh bien, à date, il y a différentes menaces qui pèsent sur la sécurité internationale. Il s'agit bien de la menace nucléaire. Donc nous pensons que, en tant que pacifistes, nous devons lutter, nous devons batailler afin que les puissances puissent arriver justement à limiter leur potentiel et également, et à plus forte raison, ou mieux, faire disparaître totalement les armes de destruction massive car elles représentent une menace sérieuse pour la sécurité internationale. Donc, c'est une courte pause, on vous revient tout de suite après pour la dernière tranche de l'émission Le Courrier Monde.
secret pour réussir. ICEP, Institut supérieur des sciences économiques, politiques et juridiques. ICEP fonctionne en deux sections. Section professionnelle et universitaire. Pour la section professionnelle, ICEP vous offre les cours en journalisme, animation et présentation, carrelage, cosmétologie, communication française, anglais et espagnol. Section universitaire, sciences infirmières, sciences de la gestion et de l'éducation, administration publique, sciences du développement, sciences comptables et économiques, sciences juridiques et politiques. Passez vous inscrire maintenant au numéro 13, rue Lota, zone d'Algérie, au local du Collège Saint-Georges. Pour plus d'informations, appelez au 37 28 25 23. 37 28 25 23. Pour mieux affronter l'avenir, ICEP. Je n'ai pas besoin de bonne éducation pour nous Haïti, tout le monde a besoin. Dans ce sens, je fais par l'autre qui est Collège Saint-Georges. Collège Saint-Georges, de première année à NS4, c'est un bac. C'est un staff professeur normalien et universitaire qui a pour un enseignement qui répond à toute norme pédagogique. C'est pas pour cette raison que les parents sont toujours satisfaits des résultats des examens officiels. Collège Saint-Georges dispose d'un plan chaud pour tout élève chaque jour. De NS1 jusqu'à NS4, pas de faire rentrer ni faire mensuel. Prix très abordable. Passez inscrit depuis aujourd'hui, sorti lundi pour vendredi, dans l'adresse qui c'est Wilota, zone Casjuini. Pour plus d'informations, mettez dans le numéro 37 28 25 23. 37 28 25 23. Collège Saint-Georges, yon l'école, yon jeunesse, yon avenir plus sûr. Nous acheminons vers la dernière tranche de l'émission de ce deuxième numéro, de cette deuxième sortie de l'émission Le Courrier Monde. Là, nous allons parler de la rencontre qui a eu lieu cette semaine, ce vendredi, entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président russe Poutine. En effet, ce vendredi, hier, a eu lieu une rencontre à Sochi entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président russe Poutine. Quelle est la signification de cette rencontre? On va la voir rapidement. Eh bien, dans le cadre de cette rencontre, Vladimir Poutine a discuté de la possibilité d'un renforcement de la coopération économique entre les deux pays, c'est-à-dire entre la Russie et la Chine. Il faut dire que Erdogan représente, la Turquie, alors représente une actrice majeure dans la crise internationale qui oppose la Russie à l'Ukraine. Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, eh bien, il a su profiter, en bon opportuniste, du poids de l'opportunité de cette crise internationale pour s'imposer comme un acteur majeur. La Turquie, mesdames, messieurs, chers amis internautes, elle est membre de l'OTAN. L'OTAN, c'est l'organisation du traité Atlantique Nord. L'OTAN a été créée en 1949, en pleine guerre froide. À titre de rappel, la guerre froide, c'est cette situation de conflit idéologique qui opposait l'URSS aux États-Unis d'Amérique de 1945
à 1991 avec la chute d'effondrement du bloc soviétique. Donc l'OTAN a été créée par les États-Unis d'Amérique en 1949. Donc l'OTAN représente un acteur, un bras des États-Unis à l'échelle internationale. Donc, qui dit OTAN dit les États-Unis d'Amérique. Or, la Turquie, elle est membre de l'OTAN. Elle est membre de l'OTAN, mais la Turquie, représentée par Erdogan, joue entre l'OTAN et Poutine. Donc Erdogan, c'est quelqu'un qui se pose comme un intermédiaire entre l'Union européenne, les puissances occidentales, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique et la Russie. Mais c'est la raison pour laquelle, mesdames, messieurs, Erdogan a réussi à trouver un accord entre la Russie et l'Ukraine sur la possibilité de permettre aux céréales ukrainiennes de pouvoir s'exporter à travers le monde. Donc c'est grâce aux efforts diplomatiques déployés par Erdogan que l'Ukraine a pu exporter ses céréales durant la semaine écoulée et durant les jours à venir. On parle même d'extension, d'élargissement de cet accord à d'autres produits autres que les céréales. Donc Erdogan représente justement, par rapport à son succès, comme un intermédiaire, un interlocuteur crédible pour Poutine. Donc cette rencontre entre Poutine et Erdogan peut être vue comme un prix ou une prime accordée par Poutine à Erdogan. D'autant plus que dans le cadre de cette rencontre, Erdogan acceptait la proposition faite par Poutine. Laquelle proposition, mesdames, messieurs, visait à, pour la Russie, à continuer à livrer son gaz, son pétrole à la Turquie. Et en échange, la Turquie paiera une partie de ce pétrole, de ce gaz en monnaie russe, c'est-à-dire le rouble. Donc, Poutine, en acceptant l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes, il a réussi également à sortir son épingle du jeu. Il pourra profiter également pour exporter ses propres céréales qui étaient jusque-là empêchées suite à des sanctions imposées par les puissances occidentales à la Russie. Donc Erdogan va continuer à jouer un rôle incontournable de la crise internationale qui oppose la Russie à l'Ukraine. Et Erdogan, il projetait également de négocier un cessez-le-feu entre les deux parties en conflit, c'est-à-dire la Russie et l'Ukraine. Est-ce que Erdogan parviendra
à réussir? Est-ce qu'il parviendra à réaliser, à récolter encore une fois un succès diplomatique en convainquant les deux parties, la Russie et l'Ukraine, à se mettre d'accord sur un cessez-le-feu? Donc là, nous sommes attentifs à l'évolution de la situation sur le terrain et sur le côté diplomatique. Mais en tout cas, la Turquie, Erdogan, il est sorti gagnant de cet accord en se posant comme un interlocuteur crédible pour les deux parties en conflit, l'Ukraine et la Russie, car seul Erdogan a pu discuter, parler directement avec le président ukrainien et avec le président russe Vladimir Poutine. Donc, Erdogan constitue un acteur incontournable en vue d'un dégel de la crise, en vue d'une solution de la crise la crise internationale qui oppose la Russie et l'Ukraine, mes chers amis. Et là, nous sommes arrivés au terme de ce second numéro, de cette seconde sortie de l'émission Le Courrier Monde. Nous ne saurions terminer cette émission sans saluer justement nos fans auditeurs, les internautes, nos inconditionnels internautes qui sont toujours connectés, qui sont toujours branchés cette émission. Et nous vous invitons à partager à n'en plus finir. Nous vous invitons à commenter et à liker la page de la radio télé Différence CR, sans oublier à laisser un petit commentaire pour l'émission afin de pouvoir perfectionner encore cette émission. L'émission Le Courrier Monde se passe tous les samedis en direct sur la page Facebook de la radio-télévision Différence. Pour vous la présenter, c'était votre serviteur de toujours. C'est Georges Lorton, communicateur social, politologue et professeur des écoles. Cette émission, Le Courrier Monde, est conçue dans l'objectif de permettre au grand public de déchiffrer les événements qui ont rythmé la vie internationale pendant la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Une toute prochaine sortie de cette émission, c'est samedi prochain, mais pendant toute la semaine, vous aurez droit à des rediffusions sur la page Facebook de la radio-télé Différence. Merci, bien à vous. Prochaine sortie samedi prochain et pendant toute la semaine, vous aurez droit à des rediffusions. Merci bien à vous. Je n'ai pas besoin de bonne éducation pour nous Haïti, tout le monde a besoin. Dans ce sens, référence par l'autre qui est le Collège Saint-Georges. Collège Saint-Georges, de première année à LS4, c'est un PAG. C'est un staff professeur normalien et universitaire qui a pour bailler un enseignement qui répond à toute norme pédagogique. C'est pas pour cette raison par là toujours satisfait des résultats examens officiels. Collège Saint-Georges dispose d'un plan chaud pour tout élève chaque jour, de LS1 jusqu'à LS4, pas ni frais rentrée ni frais mensuels. Prix très abordable. Passez inscrit depuis jeudi, sorti lundi pour vendredi, dans l'adresse qui c'est Vilota, zone Place Jérémy. Pour plus d'informations,
Relais dans le numéro ça 37 28 25 23. 37 28 25 23. Collège Saint-Georges, yon l'école, yon jeunesse, yon avenir plus sûr.